Dimanche 28 octobre 2018, vous êtes bien sur votre radio préférée, la radio Kadek Betawe FM 88.5. Et aujourd'hui, nous avons un invité de taille, M. Mamadou Ciss, qui est le secrétaire exécutif de Aprovac. Alors, Aprovac, c'est l'association des producteurs de bananes de la vallée du fleuve Gambie. Alors, avec Mamadou Ciss, nous allons discuter de l'historique, donc la genèse de Aprovac, mais aussi les défis et stratégies de Aprovac, le fundraising, c'est-à-dire le renforcement du volet microfinance. Alors, nous allons également nous intéresser aux trois programmes que vous êtes en train de dérouler, c'est-à-dire le programme sur les droits humains, mais aussi le programme sur la modernisation des systèmes de production et le programme enfin de renforcement de capacités techniques et organisationnelles. Bonjour, M. Ciss. Bonjour, M. Kébé. En tout cas, c'est un plaisir le fait que vous avez accepté de venir répondre à notre invitation. Alors, première question, aujourd'hui, le grand Magal de Touba. Alors, en tant qu'un fervent talibé, alors qu'est-ce que vous ressentez? Merci, M. Kébé, et je vous remercie de l'invitation. Et je rends grâce à Allah. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Parce que hier, la communauté Tidjane a célébré la Laylatul Khatmiya pour rendre grâce à notre cher Cheikh Ahmed Tijani Chérif. Aujourd'hui, nous célébrons à Touba le grand Magal de Cheikh Ahmadou Bamba. Je pense que c'est un jour quand même qui a marqué toute la communauté sénégalaise et la communauté mondiale de manière générale. En tout cas, nous avons l'espoir. Parce que deux moments qui coïncident dans une même religion, ça donne l'espoir pour le Sénégal. Alors, votre domaine, c'est l'agriculture, mais est-ce que le Grand Magal a un impact réel donc, sur l'agriculture? Ah mais bien sûr, parce que si nous prenons la production de bananes, et c'est un fruit qui est très bien consommé, on ne parvient même pas actuellement à couvrir les besoins au niveau du Grand Magal, mais l'autre impact également, c'est actuellement, on n'a pas si on devait faire une coupe, par exemple, de la banane, on aurait des difficultés pour trouver un camion disponible pour venir prendre la production au niveau. Donc, c'est un événement qui mobilise tout, qui met tout en veille, surtout au niveau de la région de Tambacounda. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur les commandes concernant le Grand Magal de Touba? Les commandes se font un peu plus tôt. Et c'est à partir de nos frigos qui sont installés un peu partout, à Dakar et à Touba particulièrement. Et chaque année, les gens font des commandes de dizaines de tonnes, voire même plus de 30 tonnes chaque année pour les besoins du Grand Magal de Touba. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, en tout cas, on aimerait faire connaissance avec M. Mamadou Ciss, mais aussi connaître vos humanités. Mamadou Ciss est un ingénieur des travaux en planification économique, sorti de l'École nationale d'économie appliquée. Et mes premiers jours, je les ai faits avec AGETIP dans le cadre du projet de nutrition communautaire, comme maître d'œuvre communautaire. Après AGETIP, j'ai quitté, j'étais dans un cabinet USI, Umbrella Support Unit, où j'ai travaillé comme coordinateur du projet au niveau de l'IGER. On était dans le domaine du développement communautaire. Après USU, je suis allé au niveau du PNI, du Programme national d'infrastructure, où j'ai fait 1 an et demi au niveau de Sakal. Après Sakal, j'ai rejoint Kaolack avec Plan International, où j'ai fait d'abord un premier programme de santé et le programme tuberculose malaria. Après ça, j'ai intégré également le volet développement communautaire comme conseiller en développement communautaire au niveau de Plan. Après Plan, j'ai quitté pour aller au niveau de ActionAid, où successivement j'étais sponsorship officer, c'est-à-dire un chargé du parrainage. Ensuite, j'étais programme manager. Ensuite, j'ai été le coordinateur même du bureau de Tambacounda pendant plusieurs années. Et depuis 2016, l'année où j'ai quitté ActionAid, j'ai travaillé également au niveau de ICD Ambekoun, et dans le cadre du projet sur la migration des jeunes et le retour à l'investissement avec l'Union européenne. Et depuis septembre 2017, j'occupe les fonctions de secrétaire exécutif au niveau d'Aprovac. Alors là, vraiment, je vois que vous avez un riche parcours et pratiquement nous avons eu à vous connaître lorsque vous étiez au niveau de ActionAid. Est-ce qu'on peut avoir une idée pourquoi vous avez quitté là-bas?
En fait, la vie est ainsi faite. Nous avons été dans cette organisation. À un certain moment, l'organisation traversait des moments difficiles. Il fallait faire une réorganisation. Nous avons discuté avec les autorités pour faire un départ négocié au niveau de Action Aid. Et pourquoi vous avez jeté votre dévolu sur Aprovac? Aprovac, c'est une organisation que je connaissais avant d'y entrer parce que j'étais partenaire d'Aprovac entre Action Aid et Aprovac. Et c'est une organisation qui m'a beaucoup impressionné dans son organisation parce qu'Aprovac fait partie de l'une des rares organisations de producteurs qui a pu tenir pendant 30 ans. Alors maintenant, on va parler de Aprovac, c'est-à-dire l'association des producteurs de bananes de la vallée du fleuve Gambie. Alors on voudrait avoir surtout une idée sur l'historique et la genèse donc, de Aprovac. Aprovac est créé par des producteurs depuis 1988. Auparavant, Aprovac était supporté par une organisation OFADEC et une organisation canadienne. Mais quand ils ont senti que ce projet devait prendre fin, ils ont tout de suite réfléchi aux stratégies de pérennisation. Les producteurs se sont réunis pour dire que, ok, OFADEC va arrêter, mais la production de bananes va continuer. Donc, ils ont pris leur courage entre les deux mains. Et quand progressivement la structure s'est retirée, eux, ils occupaient les postes qui étaient dévolus aux membres de cette organisation. Par exemple, tout ce qui était poste technique, on prenait des producteurs qui occupaient ce poste. Mais ils ont très rapidement compris que cela ne pouvait pas aller parce qu'ils n'avaient pas les compétences techniques pour pouvoir le faire. Ils ont connu des échecs dus à un manque d'organisation. C'est après qu'ils ont pensé à créer un secrétariat exécutif pour recruter vraiment des compétences qui pourront prendre les destinées de l'organisation. Ils vont réfléchir sur l'orientation stratégique et donner au secrétariat exécutif qui va mettre en œuvre et s'acquitter des tâches techniques et souvent des tâches administratives. Alors au niveau de Aprovac, pratiquement il n'y a pas un bon maillage au niveau même du département de Tambacounda. À quand l'extension? Aprovac est installé dans l'arrondissement de Missira, au niveau des 3 communes rurales. La commune rurale de Neteboulou, de Dialakoto et de Missira elle-même. Et depuis sa création, on n'a pas encore fait une extension de producteurs qui sont hors de la zone, parce que quand même toujours il faut qu'il continue à consolider. Aprovac, à un certain moment, avait connu un départ des membres de ces GIE pour diverses raisons. Et il y avait des raisons économiques, il y avait des raisons également qui étaient surnaturelles, parce qu'il y avait des moments où on a connu des inondations, beaucoup d'inondations qui ont fait que certains GIE n'étaient plus opérationnels et qui se sont retirés. Actuellement, l'objectif, c'est de travailler sur le retour de ces GIE dans l'organisation. Mais tout récemment, au mois d'août, on a connu l'entrée d'un nouveau GIE qui n'est pas de la région, et c'est l'association islamique qui est basée à Dakar, mais qui compte faire ses interventions, bien ses productions au niveau de la zone d'Aprovac. Alors, vous l'avez dit tout à l'heure, donc vous êtes présent au niveau de 3 communes, à savoir Missira, Neteboulou et Dialakoto, mais est-ce qu'on peut avoir une idée sur les retombées réelles de ces 3 localités? Les retombées, c'est ce qui va généralement au niveau des producteurs. Et quand on parle de retombées, il faut faire allusion un peu au niveau de production que nous avons. Aprovac actuellement, et le niveau de production sur les 2 produits qu'on sort, c'est-à-dire la banane vrac et la banane conditionnée premier choix. Et actuellement, entre 2015 et 2017, on est entre 2433 tonnes et 2882 tonnes de bananes vrac produits au niveau des... Rapidement, ça peut donner un chiffre d'affaires autour de 125 millions par année. Au niveau de la banane cartonnée, c'est-à-dire la banane qui est traitée, parce qu'on a également des stations de conditionnement qui nous permettent de sortir des bananes de qualité de premier choix. Et là, en 2017, on est autour de 350 tonnes qui sont produites et qui sont vendues au niveau du marché national. Alors, par rapport à la banane conditionnée, donc que vous exportez au niveau donc de l'extérieur, bien entendu, alors est-ce qu'on peut avoir une idée sur le poids? La banane conditionnée, on a fait un premier test d'exportation en 2015. Mais
l'exportation a ses exigences. Parce que là, on avait une certification, mais le processus de certification coûte excessivement cher et n'était pas tout le temps à la portée des producteurs. Ce qui fait que de plus en plus, on dit qu'on va occuper la part de marché au niveau national et peut-être au niveau sous-régional. Et depuis lors, on met tous nos efforts pour la production nationale. Actuellement, en 2017, on est à 252 tonnes de bananes premier choix qui est mis dans le marché. Et en 2018, on est autour de 280 tonnes actuellement, au moment où nous parlons. Alors, est-ce que cette banane est compétitive au niveau international? Parce qu'à côté, donc dans la sous-région, il y a la banane de la Côte d'Ivoire, en fait, qui vous rivalise et qui vous donne même le pion. Bon, quand on prend la banane de Aprovac comparée à la banane ivoirienne, il n'y a pas photo. La banane Aprovac est de loin plus compétitive que la banane ivoirienne. Parce que Aprovac déjà... Mais je parle surtout en termes de quantité. En termes de quantité... Exportée. En termes de quantité, on ne parvient pas encore à rivaliser avec la banane ivoirienne. Parce que les conditions de production ne sont pas les mêmes. Et quand on fait une culture de banane biologique, la banane biologique coûte cher. Et les exigences, l'engrais biologique qui n'est pas encore subventionné par l'État. Les producteurs peinent encore à pouvoir avoir une production qui permet de couvrir tout le marché au niveau national. Mais nous pensons qu'avec l'appui de l'État et l'appui des partenaires avec qui nous travaillons, si nous mettons un peu le focus sur la modernisation des systèmes de production, l'autosuffisance est possible. Ok, là vous l'avez dit tout à l'heure que présentement vous travaillez avec un GIE qui est hors de la région. Est-ce que là ça ne ralentit pas votre élan? Pas du tout, pas du tout. En fait, le siège du GIE est basé à Dakar, mais l'activité en tant que telle se déroule dans la zone d'intervention. Et dans la zone de Missira plus précisément. Parce que quand on a eu des échanges avec le GIE, et l'une des conditionnalités pour intégrer, c'est être dans la zone d'intervention de l'Aprovac. Signer un acte d'engagement pour respecter le processus culturel défini par l'Aprovac. On ne peut pas être dans les périmètres d'Aprovac et faire de la culture conventionnelle. L'Aprovac fait exclusivement de la culture biologique. Et quand on a fait des échanges et qu'on est tombé d'accord, vraiment, ils ont adhéré. Alors, est-ce qu'on peut savoir pourquoi les IE de la région se sont retirés? Je le disais tantôt, il y a un moment quand le OFADEC s'est retiré, il y avait un problème de gestion même, parce que du patrimoine qui était légué par OFADEC. Donc certains ne s'entendaient pas, il y avait beaucoup de problèmes de leadership, il y avait par moments des soupçons de détournement, parce qu'il n'y avait pas une équipe technique qui parvenait quand même à pouvoir gérer tout ce qui était légué par cette organisation. Certains ont préféré se retirer et aller voler de leurs propres ailes. La deuxième vague de retrait, c'est quand on a enregistré des inondations. Quand on a enregistré des inondations, certains GIE n'étaient plus opérationnels. Ils ont perdu toute la quantité de bananes qui étaient produites durant cette période. Et n'étant plus dans les mesures de pouvoir donner leur contribution au niveau d'Aprovac, ils se sont retirés. Mais Aprovac a mené des politiques d'accompagnement par rapport à ces GIE qui commencent actuellement depuis fin 2017 à réintégrer un peu l'organisation. Alors pourquoi la banane est très chère au niveau de Tambacounda? Moi, je pense que la banane n'est pas chère au niveau de Tamba. Et il faut savoir de quelle banane. Parce qu'il y a beaucoup de bananes qui est à Tambacounda, mais la banane produite par Aprovac est de très bonne qualité et on n'a pas encore payé le prix. Parce que quand tu prends la banane conventionnelle et tu les trouves au niveau des étals des femmes, 2-3 jours, ça commence à pourrir. Alors que la banane produite au niveau des périmètres d'Aprovac, ça peut faire au minimum 5 jours dans l'étal d'une dame sans pourrir. Et que sur le plan santé, le produit bio donne beaucoup plus que le produit conventionnel. Également, sur le plan de la conservation, j'en ai parlé. Donc nous pensons qu'actuellement, Aprovac n'a pas encore cette force pour pouvoir influencer l'augmentation des prix de la banane, mais c'est un processus qui doit vraiment se poursuivre et que tous les acteurs doivent travailler dans ce sens pour quand même qu'on donne le prix qu'il faut à la banane qui est produite dans la localité. Mais est-ce que là, réellement, vous avez fait une bonne communication dans la mesure où jusqu'à présent, les consommateurs n'arrivent pas à comprendre que en fait, la banane est produite ici à Tambacounda, mais très chère?
La communication est en train d'être faite. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la banane vrac qui est produite est vendue au niveau de Tambacounda. Mais la banane premier choix, pour la plupart du cas, c'est vendu au niveau de Dakar et une partie au niveau de Mbour et de Touba. Mais dans le marché local de Tamba, on trouve la banane tout venant. Il y a la banane conventionnelle, il y a la banane qui vient du Côte d'Ivoire, il y a la banane qui vient d'autres horizons. Donc, quelquefois, il n'est pas facile de pouvoir comprendre ou bien de reconnaître quelle est la banane qui vient de Aprovac. Mais nous avons quand même notre logo qui est facilement reconnaissable au niveau des bananes. Parce qu'on a quand même un prototype qui est là. Quand tu vois les caisses sur lesquelles on met la banane de Aprovac, facilement tu peux les reconnaître. Alors, un commentaire sur votre logo. Le logo de Aprovac, ça montre un cercle. Un cercle où on a une main de banane. Une main de banane qui montre un réceptacle. Quand tu regardes un peu le logo, on est entouré un peu de l'eau. Cela montre que les producteurs ont la force de travail qui est là. Et vous voyez dans l'horizon le fleuve qui est là, le fleuve Gambie, qui est le outil de travail. Et au fond du logo, vous voyez un arbre, un grand arbre. Donc on regarde loin dans l'avenir. Donc on a la force de travail, on a les intrants qu'il faut et on se projette dans l'avenir. Alors la banane, ok, c'est un fruit, mais ça peut nous servir aussi de mets. Est-ce que nos femmes en fait sont très bien préparées à cela? On a une unité de transformation qui est opérationnelle au niveau d'Engen où on fait tous les produits secs dérivés de la banane. Et on y fait du chakri de banane, du araou de banane, du couscous de banane et du curry de banane, également et des chips de banane. Et on a un kiosque là tout près en face de la boulangerie Mangoné. Quand vous y allez, vous verrez tous les produits dérivés de la banane qui sont produits par les femmes. Et on a préféré installer l'unité de transformation sec au niveau du village, un peu pour respecter les termes de normes et d'hygiène. Quand vous venez au niveau de Tamba commune, il y a l'unité de transformation pour les produits liquides de la banane. Alors, la banane, c'est une denrée périssable. Alors, par rapport à la conservation de la banane, qu'est-ce que vous faites concrètement? C'est un processus. Quand la banane quitte la parcelle maraîchère, si c'est la banane premier choix, on l'amène vers la station de conditionnement qui suit tout le processus de conditionnement et avec des techniciens qui vérifient la longueur de la banane, le calibre de la banane, est-ce que la banane respecte toutes les normes requises pour être la banane de premier choix. Et quand cette banane est produite, on met en carton et on les envoie au niveau des chambres froides pour le mûrissement. Après le mûrissement, maintenant, on livre la banane au niveau des commerçants qui sont chargés maintenant de les ventiler dans le marché. Et là, si c'est la banane de premier choix produite dans les parcelles de Aprovac, là, le nombre de jours de conservation, la durée, peut aller entre 5 et 7 jours. Alors, pourquoi la banane de premier choix n'est pas consommée à Tambacounda? C'est consommé, mais pas en grande partie. En fait, on n'a pas encore de grandes demandes. C'est vrai que vous en avez parlé tout à l'heure. On est en train encore de réfléchir sur la stratégie de communication et on est en train même de faire une étude de marché pour voir comment être beaucoup plus présent, comment renforcer notre positionnement au niveau de la commune de Tamba. Parce qu'on doit pouvoir occuper d'abord tout le marché de la commune de Tamba avant d'aller vers les autres régions. Alors, j'ose espérer qu'il y a en fait une diversification des cultures. Tout à fait, avec nos différents partenaires, parce que la banane également, c'est une culture qui s'étend sur une période de 9 mois, mais également c'est une culture qui est très fragile par rapport aux aléas des changements climatiques. Donc il faudra qu'on développe d'autres alternatives économiques pour pouvoir permettre à ces producteurs d'avoir d'autres sources de revenus. Ce qui fait qu'avec tous nos différents partenaires, on est en train de faire le développement de la culture arachidière au niveau des trucs, du maïs, mais également le développement du petit élevage et de la volaille avec les femmes. Mais aussi, vous encadrez les agriculteurs sur la culture du coton.
Aprovac particulièrement ne fait pas de coton, donc c'est le coton c'est au niveau de Koussana, mais Aprovac est exclusivement banane et la diversification des cultures arachidières. Et les cultures vivrières, à savoir le mil par exemple? Effectivement, on a beaucoup de banques de semences parce que au niveau quand vous allez au niveau de Adiaf, de Sankagne et de Nguyen, les femmes pratiquement font beaucoup de cultures vivrières, et le mil, le maïs et de cultures de rente avec l'arachide, mais également le développement des périmètres maraîchers avec les femmes. On a installé beaucoup de périmètres maraîchers, on a développé même l'outil solaire pour les permettre d'avoir beaucoup plus de temps et de réduire la corvée d'eau avec les femmes. Ok. Alors, les défis de Aprovac, sûrement, sont nombreux. Oui, les défis sont nombreux. Il y a les défis d'abord au niveau de la production. Au niveau de la production, actuellement, Aprovac travaille sur 150 hectares de terre. Et sur les 150 hectares, on n'a que 41 hectares qui sont sous système d'irrigation par aspersion. Donc, dans ces 41 hectares, les gens sont soulagés sur le temps d'arrosage, mais sur l'autre partie qui reste quand même, les gens passent entre 6 heures et 8 heures de temps d'arrosage. Et si on le fait avec les femmes, cela ne permet pas aux femmes d'avoir le temps de s'occuper d'autres choses. Donc, actuellement, le premier défi au niveau de la production, c'est l'amélioration des systèmes de production. Donc, installer des systèmes de production qui sont modernes, mais également faciliter l'accès aux intrants, surtout l'engrais bio. Et là, nous allons profiter de votre plateau pour quand même demander à l'État d'appuyer les producteurs par la subvention de l'engrais bio, comme on le fait sur l'engrais conventionnel. Au niveau du conditionnement également, nous avons 4 unités de conditionnement, dont 3 qui sont opérationnelles. Mais là, le principal problème, c'est le transport primaire. Au niveau d'Enguel, nous avons une station de conditionnement avec ce que nous appelons un câble qui permet de faciliter le transport des régimes de bananes des parcelles vers l'unité de conditionnement. Mais quand vous allez à Salles, où on a 3 GIE, on n'a pas ce système de câble. Donc le transport se fait soit par tricycle, soit à dos d'âne, ou bien par les tracteurs qui déplacent les trucs. Et ça, la banane, comme dit un de nos formateurs, la banane c'est un bébé. Donc, qui doit être protégé. Donc, la moindre égratignure sur la banane nous amène à dire que cette banane n'est plus éligible comme banane premier choix. Donc, ça constitue une perte. Au niveau également du transport secondaire, Aprovac n'a pas encore ses propres camions frigorifiques. On fait des locations de camions frigorifiques. Ce qui fait qu'on peut suivre tout le processus de production, faire une bonne production, faire un bon conditionnement, mettre la banane dans le camion frigorifique. Mais c'est sous location, on ne maîtrise pas. Entre la station de conditionnement et l'arrivée au niveau des commerçants à Dakar, si le camion tombe en panne, ce qui a été le cas l'année dernière, on avait perdu plus de 19 tonnes de bananes qui étaient dans les bonnes conditions de conditionnement. Et là, un défi majeur qui est l'obtention de camions frigorifiques, mais également avoir notre propre chambre froide. Les chambres froides que nous avons sont les chambres froides qui sont en location. Mais Aprovac souhaiterait quand même avoir au moins 2 chambres froides, une au niveau de la station de Gouloumbou pour réduire un peu, et une autre chambre froide au niveau de Tamba. Et dans les perspectives également, il y a la mise en place d'une chambre froide au niveau de Diamniadio, pour quand même, quand il y a un surplus de bananes au niveau du marché, qu'on puisse s'arrêter au niveau de Diamniadio pour stocker pendant quelques jours. Alors, l'autre défi, c'est l'utilisation massive de l'engrais bio, et que présentement, vous êtes en train de faire le plaidoyer. Où est-ce que vous en êtes? Actuellement, Aprovac a mis en place une unité compostière au niveau de Sankagne. Et récemment, on a eu l'appui d'un partenaire qui nous a appuyé à l'obtention d'un tracteur et d'un retourneur pour un peu faciliter, parce que le travail dans les unités compostières est très demandant en termes de main-d'œuvre. C'est des jeunes qui sont là-bas, mais le processus de retourner le compost est excessivement difficile. Donc actuellement, on a la station de production de compost, mais jusqu'à présent, les producteurs achètent l'engrais bio à des prix excessivement chers, comparé à l'engrais chimique. C'est pourquoi nous demandons tout le temps à l'État de subventionner l'engrais bio pour quand même que ce soit à la... Alors, le prix, c'est combien la tonne?
Le prix de l'engrais, c'est le sac, parce que c'est des sacs, c'est des sacs de 25 à 50 kilos, c'est entre 13 000 et 15 000 francs le sac. Donc, c'est pas encore, c'est très difficile pour un producteur de pouvoir avoir tout le besoin et que la plante a pour les engrais bio, de pouvoir le faire. Ce qui fait que nous on dit que pour le manquement qu'il y a, essayons de rabattre le producteur au niveau de l'utilisation du compost en attendant qu'on puisse trouver des solutions pour faire un accès facile à l'engrais bio. Et par rapport à la subvention, où est-ce que vous en êtes? Qu'est-ce que l'État a mis sur la table? Sûrement, il y a eu des négociations en amont. Oui, il y a des négociations. On a fait divers plaidoyers, mais jusqu'à présent, au moment où nous parlons, on n'a pas encore senti que l'État a fait une subvention de cet engrais bio. Récemment, on a tenu un atelier en présence du gouverneur avec les sommités de la FAO, du ministère de l'Agriculture. On a profité également de cet espace pour lancer ce plaidoyer et nous espérons que, avec la volonté du chef de l'État d'aller vers l'autosuffisance en banane, un accompagnement pourrait être possible. Est-ce qu'on peut connaître les vertus de l'engrais bio? D'abord, ça permet de préserver le sol. Ça permet parce que l'utilisation abusive des engrais chimiques, ça tue le sol. Et que nous avons constaté au niveau de la banane, en certaines périodes de développement de la banane, quand tu mets de l'engrais chimique, ça détruit la production. Parce que la banane va avoir un processus de maturation accéléré qui fait que le volume même de la banane va être un peu plus grand et qu'une fois récolté, amené au niveau des commerçants, le temps de mûrissement est réduit. Donc ce qui fait que la banane va pourrir très rapidement. Alors que si c'est la banane, si c'est l'engrais biologique mixé avec le compost, ça n'a aucun effet sur la plante. Juste un effet de faciliter la croissance. Et ça n'a pas un effet néfaste également sur l'organisme humain. Et ça ne détruit pas le sol aussi. Donc il y a beaucoup de vertus qu'on peut avoir par rapport à l'utilisation des engrais biologiques. Alors, donc nous voyons que vous avez en fait beaucoup de défis. Sûrement, il y a des stratégies maintenant pour atteindre vos objectifs. Tout à fait, parce que nous avons nos différents partenaires. D'abord, Aprovac a réfléchi à l'interne pour élaborer son propre plan stratégique 2017-2021. Et dans ce plan stratégique, Aprovac a défini un certain nombre de stratégies pour pouvoir trouver des fonds. Et là, nous avons une panoplie de partenaires qu'on peut citer rapidement. On a Horizon 3000, on a Ricolto qui est l'ex-Veco, on a Agrofer et IDH. On a également Action Aid dans le cadre du renforcement des droits humains. On va y revenir. On a la FAO, on travaille de façon très rapprochée avec les services techniques de l'État, mais également avec les instituts et les écoles. Avec ENSA, on a une convention récemment qui a mis à disposition un étudiant. Donc, tous ces acteurs, tous ces partenaires nous aident à pouvoir atteindre nos objectifs dans le financement de notre plan stratégique, sur l'amélioration des systèmes de production, sur le renforcement des capacités techniques des producteurs, mais également sur le renforcement des capacités techniques de l'équipe du secrétariat exécutif, pour quand même pouvoir être en phase avec les nouvelles technologies qui se développent en termes d'agriculture. Alors, je rappelle que notre invité du jour, c'est M. Mamadou Ciss, qui est le secrétaire exécutif de Aprovac. Alors, Aprovac, c'est l'association des producteurs de bananes de la vallée du fleuve Gambie. Alors maintenant, nous allons nous intéresser à l'aspect financier, c'est-à-dire le fundraising de Aprovac. Où est-ce que vous trouvez vos moyens? Bon, nous trouvons nos moyens avec les partenaires. Quand on a élaboré notre plan stratégique, on a vu pour chaque axe stratégique, qu'est-ce qu'il faudra faire. Donc là, on élabore des proposals, on répond à des appels à candidature, on discute avec les partenaires, on fait un lobby tour au niveau de Dakar, on rencontre les différentes institutions. C'est ce qui nous a permis de croiser beaucoup de partenaires qui, en regardant le plan stratégique d'Aprovac, ont vu qu'il y a des convergences de vues. Parce que quand même, un partenariat également, c'est une convergence de vues. Quand on a rencontré, par exemple, Action Aid,
en 2008, Aprovac a rencontré Actionnet, ils ont discuté, ils ont trouvé un consensus autour d'une convention pour travailler exclusivement sur les droits humains, et les droits des femmes, les droits des enfants, autour de l'éducation, mais également autour de l'agriculture durable. Avec nos autres partenaires également, c'est comme ça que cela se fait. Mais au-delà de ces partenaires, actuellement nous sommes ouverts, nous sommes en discussion avec d'autres partenaires pour pouvoir trouver des fonds. Également certaines ambassades où nous avons introduit des proposeurs pour pouvoir trouver des fonds et développer d'autres stratégies. Alors, financièrement, sûrement, vous accompagnez tout le temps en fait les producteurs. Et par rapport au volet donc microfinance, est-ce que ça marche bien? Oui, Aprovac, je peux dire que Aprovac, c'est trois entités. Il y a Aprovac en tant qu'organisation faîtière, il y a Aprovac qui a une mutuelle, la MEC Aprovac, qui est au niveau également. Mais Aprovac également, c'est sa branche économique. Parce qu'en tant qu'organisation faîtière, on ne peut pas se permettre de faire la commercialisation ou bien des activités à but lucratif. Donc c'est en ce moment qu'on a mis une branche économique que nous appelons Aprocop, qui est chargée de tout ce qui est commercialisation, mais également recherche de financement. Au niveau de la MEC appartient aux producteurs. Donc tous les producteurs sont sociétaires au niveau de la MEC. Mais c'est également une MEC qui est ouverte à toute autre personne. On y voit des commerçants de Tambacounda, on y voit des... Actuellement, on est jusqu'à Bakel. Alors, la commercialisation également doit être régulée dans la mesure où il y a beaucoup de producteurs. Alors là, comment vous faites avec ces derniers? Avec les producteurs qui sont membres d'Aprovac, on a fait une centralisation de la commercialisation de la banane. Parce qu'avant, on laissait les producteurs, chacun produisait et cherchait des commerçants pour vendre. Mais le problème qu'on a constaté très rapidement, c'est que souvent, la relation commerçant-producteur posait problème. Le commerçant pouvait prendre le produit, aller vendre, soit il gagne, soit il ne gagne pas. Quelquefois, il dit que non, le produit est périmé, le camion est tombé en panne. Mais finalement, Aprovac a dit que, écoutez, on va centraliser toute la commercialisation. On a un responsable chargé de la commercialisation. Quand il y a des coupes qu'on doit faire pour vendre la banane, le commercialiste qui est là au niveau de Aprovac va chercher des commerçants qui sont intéressés. Et ces commerçants doivent passer au niveau de Aprovac, prendre un bon, on les donne le tonnage qu'il faut et on les envoie au niveau des périmètres. Les producteurs font la coupe, on charge le camion et le commerçant a entre 1 semaine et 15 jours pour faire le paiement. Et le paiement est fait via Aprovac qui le verse maintenant dans le compte des producteurs. Et pour les producteurs qui ne sont pas membres de Aprovac, est-ce que vous avez un droit de regard? Ah non. Aprovac ne s'occupe que des producteurs qui sont membres de son organisation. Il y a d'autres structures qui sont là, d'autres organisations de producteurs. Et au niveau d'Engen, on a trouvé Engen 1, il y a d'autres producteurs. Mais quand tu n'es pas membre d'Aprovac, généralement, on n'a pas un droit de regard sur ce que tu fais. Parce qu'on considère que c'est une exploitation privée. Alors pour les groupements de base, il y a une technique de gestion collective de la commercialisation. Là, comment ça se passe réellement, cette technique-là? Bon, c'est un accord parce que pour être membre d'Aprovac, il faut signer l'acte d'engagement. Donc l'acte d'engagement montre qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Donc quand tu t'engages à être un membre d'Aprovac, tu dois d'abord respecter le processus culturel, tu dois exclusivement faire la culture bio, tu dois accepter de vendre ta banane en passant par Aprovac, déclarer le tonnage qu'on a. Et il y a plusieurs points, il y a plusieurs clauses qui sont incluses au niveau du statut et du règlement intérieur d'Aprovac que tout producteur membre doit respecter. Le non-respect peut amener des sanctions jusqu'à l'exclusion même du GIE. Alors, vous gérez l'aspect technique, donc il faut que vos membres en fait soient bien capacités. Où est-ce que vous en êtes avec les voyages d'échange? Des visites d'échange, on a fait tout le temps, on a fait avec les producteurs. Et en 2015, on a même envoyé 2 techniciens d'Aprovac au niveau de Pérou, donc, qui ont fait un long séjour pour vraiment voir et apprendre beaucoup de techniques pour l'amélioration de la production. Avec les producteurs également, on a fait 2 visites d'échange au niveau de la zone, parce qu'il y a d'autres producteurs qui sont dans la zone. On les a amenés pour qu'ils
aille échanger avec ses producteurs, parce que souvent, le concept qu'on appelle le farmer to farmer, donc, est un concept qui est extrêmement important. Il est plus facile pour un producteur d'apprendre de son père producteur que de le mettre entre quatre murs pour lui inculquer certaines pratiques. Donc, c'est un concept que nous sommes en train de mettre en œuvre et que les producteurs tout le temps sont en train de sortir, soit entre les GIE qui sont même membres d'Aprovac, ou bien entre les GIE d'Aprovac et d'autres structures qui font de la banane. Merci M. Mamadou Ciss. Alors avec vous, nous allons aborder le programme sur les droits humains. Là, ça concerne uniquement les producteurs ou bien? Bon, ça concerne toute la population de Missirah, parce que nous intervenons dans l'arrondissement de Missirah. C'est un programme que nous avons avec ActionAid et qui a permis à Aprovac de pouvoir renforcer l'implication des femmes surtout au niveau des processus de décision. Parce qu'avant l'arrivée d'ActionAid au niveau d'Aprovac, et si on prend par exemple quelques instances au niveau d'Aprovac, la présence des femmes était minime. Mais actuellement, quand on prend le conseil d'administration d'Aprovac, on a une présence de 36% de femmes. Quand tu prends le genre est respecté. Le genre est... Bon, c'est pas respecté, mais bon. Approximativement. On aurait allé vers les 50%, 50%. C'est un processus. Mais actuellement, avec le fort développement du leadership féminin au niveau des GIE et des femmes, nous espérons que nous irons un peu vers les 50%, 50% dans toutes les instances de prise de décision. Au niveau de l'aspect droits humains tout le temps, et toujours, nous voyons qu'au niveau d'Aprovac, actuellement, on fait beaucoup plus de plaidoyer sur l'accès des enfants à l'éducation, la lutte contre les mariages d'enfants et la lutte contre certaines pratiques par rapport à l'excision et tout. Donc c'est maintenant devenu une tradition au niveau d'Aprovac et que les gens se sont l'approprié parce qu'ils ont vu que quand même on est producteur, mais on aurait souhaité quand même que ces enfants soient dans de meilleures conditions et pour cela il faut investir dans l'éducation des enfants, permettre aux filles de pouvoir poursuivre leur cursus scolaire jusqu'à l'université. Ce qui fait qu'actuellement, au niveau des zones d'intervention d'Aprovac, il y a beaucoup de jeunes intellectuels au niveau des universités, au niveau du lycée de Tamba. Donc, en tout cas, l'éducation est en train de prendre ses marques au niveau de la zone d'Aprovac. Là, vraiment, c'est intéressant. Alors, nous allons nous intéresser à votre deuxième programme sur la modernisation des systèmes de production. Sur la modernisation des systèmes de production, vu que nous avons une branche économique qui doit s'occuper de la commercialisation, pour que cette branche économique soit rentable, il faut quand même qu'on soit à des niveaux de production assez élevés. 350 tonnes. Notre objectif, c'est d'avoir au moins, pour atteindre nos seuils de rentabilité, être à un peu plus de 1100 tonnes. Et pour cela, il faut qu'on améliore les systèmes de production. Et un producteur qui se lève à 6 h du matin, tenir son raccord dans sa parcelle entre 6 h du matin et 11 h, c'est très éreintant, surtout quand il s'agit de femmes. Donc actuellement, au niveau de Salle, nous avons installé 26 hectares de système d'irrigation par aspersion. Donc juste, c'est un technicien qui est là, qui ouvre les vannes. Donc le producteur a plus de temps pour s'occuper des soins, au niveau de sa parcelle. Au niveau de Sancagne également, on a 15 hectares qu'on a installés. Mais ce n'est même pas encore le tiers de nos surfaces que nous exploitons. Donc là, nous travaillons avec nos partenaires, particulièrement Agrofert IDH, donc pour pouvoir également avoir la capacité de mettre toutes nos surfaces sous système d'aspersion par aspersion. Alors, le troisième programme, c'est sur le renforcement de capacités techniques et organisationnelles. De qui? Du staff technique et des producteurs. Ok. Et sur le renforcement des capacités organisationnelles, Aprovac, c'est une organisation qui a 30 ans cette année. Donc, mais nous constatons tout le temps qu'il y a des défis sur le plan organisationnel. Donc au niveau des GIE, donc, il faudra revoir un peu les textes réglementaires d'Aprovac, renforcer le leadership organisationnel au niveau de la base, au niveau de l'équipe technique également, renforcer les capacités techniques, même si nous sommes conscients que nous avons une équipe technique qui est très jeune et très dynamique, mais le renforcement de capacité est un processus continu qu'il faudra faire pour quand même ne pas être laissé en rade.
Alors, vous allez après commentaire. L'avenir de la banane bio au Sénégal est prometteur du fait des conditions climatiques favorables et des acquis techniques que les producteurs ont réalisés et aussi d'une demande en banane bio de plus en plus élevée. Je suis d'accord. Okay. Pour moi, l'avenir de la banane au Sénégal, c'est la banane biologique. Donc, parce que quand le président de la République appuie un programme de 500 hectares, et pour nous, à Provac, ce qu'on a compris, ce n'est pas pour la production de la banane vrac, c'est la production de la banane premier choix. Et pour vraiment être compétitif, nous devons produire une banane de qualité. Certains ont pris l'option de faire la banane conventionnelle, mais nous allons continuer dans notre objectif de faire la banane bio, vu les vertus que nous avons vues en termes de qualité sur le plan de la santé, mais également sur le plan de la préservation du sol et sur le plan de la durabilité du produit au niveau de l'étable des commerçants. Mais est-ce que réellement le président de la République est en phase avec vous? Nous disons oui et non. Et oui, dans le sens que il est conscient, le président de la République est actuellement conscient que c'est bien possible d'avoir une autosuffisance en banane. Donc, il a fait un investissement de 2,5 milliards. Mais plus ou moins non, parce que nous pensons également que ce processus devait être accompagné d'une subvention de l'engrais biologique. Parce qu'on ne doit pas juste regarder le côté conventionnel, on doit également voir quels sont les gens qui veulent se spécialiser dans le domaine de la production biologique. Et nous pensons que il est conscient de ça, parce qu'on ne cessera de le dire, on va faire le plaidoyer un peu partout, les producteurs vont le rencontrer probablement pour lui dire que nous avons l'option de prendre là, parce que le bio c'est l'avenir, le bio c'est l'avenir. Actuellement on est dans un contexte de changement climatique, si nous continuons également à mettre de l'engrais chimique sur nos terres, et dans un futur proche, on n'aura plus, parce que on n'aura plus de terre cultivable pour la banane, parce que l'espace que nous avons pour la banane, c'est le long du fleuve Gambie. Si ces terres sont détruites, que vont devenir ces producteurs? Alors, vous avez obtenu une certification biologique pour la variété banane. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cette certification devrait montrer et a montré que Aprovac est une organisation qui fait de la banane biologique. Donc c'est un processus que nous avons fait avec des Français qui sont venus, qu'on a pris des parcelles tests pour voir l'effectivité. C'est un long processus et qui est très complexe. Parce qu'on l'avait fait en ce moment, parce qu'Aprovac devait tester l'exportation de la banane vers la Belgique. Et c'est ce processus, c'est l'obtention de cette certification qui nous a permis d'envoyer 2 conteneurs vers la Belgique. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour améliorer la compétitivité de la banane au Sénégal? Faciliter l'accès aux intrants aux producteurs. Si on facilite l'accès aux intrants aux producteurs, là, l'État est en train de subventionner des tracteurs pour les grandes cultures, mais l'État pourrait subventionner l'obtention de motopompes ou bien faciliter l'accès de ces motopompes à nos producteurs, mais également faciliter l'amélioration du matériel végétal. On a des structures comme ISRA qui sont là, qui a ouvert son antenne de Tambacounda, que nous saluons, et avec qui également nous travaillons avec la FAO pour avoir un renouvellement du matériel végétal. Mais le plus important pour la banane, c'est la fertilisation. Pour la fertilisation, nous demandons encore à l'État la subvention des engrais biologiques. Alors, pratiquement, vous êtes un service technique, et pratiquement les jeunes ne comprennent pas ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que souvent vous organisez des portes ouvertes? Là, c'est surtout par rapport à votre plan de communication. Oui, ça fait un bon moment que nous n'avons pas organisé des portes ouvertes pour la communication avec les jeunes, mais nous travaillons actuellement avec le secteur exécutif du GADEC sur un atelier même de voir les opportunités d'emploi offertes par la filière banane. Et nous pensons le faire au niveau de Tambacounda. La filière banane, M. Kébé, nourrit son homme. Et il y a beaucoup d'espace pour les jeunes. Je pense que les jeunes peuvent se retourner vers l'agriculture, surtout vers l'agriculture de la banane. Il y a des jeunes qui sont là au niveau de nos GIE, au niveau de nos périmètres, qui n'ont rien à plaindre avec les autres jeunes. Ils ont leur famille, ils ont leur maison, ils ont tout. Quand tu vois mais si vous voyez que certains jeunes sont jusqu'à présent réticents, c'est parce que peut-être ils n'ont pas la bonne information.
Certainement. Ça, c'est de votre ressort. C'est de notre ressort, nous en sommes très conscients. Donc voilà, c'est pourquoi nous avons accepté cette émission, c'est un processus, mais la communication va se développer. Nous sommes en train actuellement de travailler avec une structure qui est en train de faire un nouveau plan de communication. Et c'est ce plan de communication, bientôt les gens verront tout ce qu'il y a comme changement au niveau de l'Aprovac. Parce qu'il faut une très bonne communication pour que les jeunes aient une confiance d'affronter cette culture. Parce que souvent les gens pensent que la culture de la banane est extrêmement difficile, la banane n'est pas rentable, mais quand même c'est une culture qui est très rentable. Alors je parle de la communication, j'y reste. Alors sur ce plan-là, réellement, comment vous communiquez? Notre communication jusqu'à maintenant était beaucoup plus axée vers les producteurs. C'est vrai qu'on n'avait pas encore ouvert de communication vers le grand public. Parce que nous avons trouvé une organisation qui était plus ou moins dans une phase très très difficile. Donc il fallait qu'on fasse une option. Donc l'option c'était d'abord de renforcer l'appropriation encore de l'organisation par les producteurs, d'aller un peu vers le retour des anciens GIE vers l'organisation. Et ce processus étant enclenché et que nous avons commencé à voir un certain nombre de résultats, c'est en ce moment que nous avons dit que maintenant il faut qu'on se retourne vers le grand public, particulièrement vers les jeunes. Et là, nous avons travaillé même récemment avec un groupe de jeunes qu'on appelle les jeunes activistes. Donc, ils sont en train de faire un diagnostic actuellement pour voir quelles sont les opportunités qui sont offertes par la culture de la banane et que très prochainement, les résultats seront partagés. Alors, vos rapports avec les autorités locales? Elles sont très bonnes. Elles sont très bonnes. Je commencerai d'abord par les autorités administratives. Donc, tout ce que nous faisons, nous partageons avec eux. Nous partageons avec eux les rapports. Donc, ils nous soutiennent partout. Et commençant par les sous-préfets jusqu'au niveau du gouverneur, c'est des autorités administratives avec qui nous entretenons de très bonnes relations. Avec les maires également, c'est des autorités locales avec qui nous avons d'excellentes relations, surtout en ce qui concerne les aspects fonciers, parce que tous les investissements que nous faisons, les maires sont conscients que ce sera enregistré dans leur magistère. Donc quand nous prenons les maires de Missira et autres, donc récemment on a organisé des rencontres ensemble, et on partage, et tous les plans d'action sont partagés avec eux, pour voir comment ces plans d'action intègrent également les plans locaux de développement qu'ils sont en train de mettre en œuvre. Alors, vos rapports également avec le collectif régional des producteurs de bananes de la région de Tambacounda? Le Corprobat. Et donc, Aprovac est membre du Corprobat et occupe une place importante parce que le président du conseil d'administration d'Aprovac est un membre du bureau du Corprobat. Donc, avec M. Sall et ses différents collaborateurs, nous travaillons en étroite collaboration et que nous pensons que toutes les actions que nous menons, toutes les actions de plaidoyer à travers cette organisation du Corprobat va renforcer nos actions de plaidoyer pour que quand même nos voix puissent être entendues. Alors, j'ai constaté que les membres du Corprobat utilisent jusqu'à présent l'engrais chimique. Oui, en fait, on peut dire qu'au niveau du Sénégal, on peut dire qu'il n'y a qu'Aprovac qui s'est spécialisé pour le moment sur la production de l'engrais bio. De l'engrais bio, de la banane biologique. Maintenant, toutes les autres corporations, les unions régionales et tout, donc ils font de l'engrais, de la banane conventionnelle. Mais ce n'est pas un problème pour nous, parce que c'est un problème de choix. Nous pensons que jusqu'à présent, nous devons faire la production de la banane biologique, parce que c'est l'orientation stratégique de Aprovac, et nous allons occuper notre part de marché, et nous pensons, dans un futur proche, tout le monde va rejoindre la production de la banane biologique. Merci, M. Ciss. En tout cas, c'est allé très vite. Votre dernier mot? Tout d'abord, remercier la radio GADEC, et prier qu'Allah vous donne encore la force et quand même que vos sons soient entendus un peu partout dans la région de Tambacounda. Mais également remercier tous les producteurs d'Aprovac qui ont du grand mérite, surtout les pionniers qui ont mis en place cette organisation depuis 1988. Mais je ne peux terminer cette émission sans rendre un grand hommage à une grande dame d'Aprovac, Madame Germaine. Donc, qui était l'une des femmes leaders d'Aprovac, qui était membre du collège du CNCR et qui a tout fait pour Aprovac et qui a perdu la vie
il y a quelques mois et que nous rendons hommage à cette grande dame et nous prions pour ces deux enfants qu'Allah les donne longue vie et quand même qu'ils puissent terminer les objectifs que leur maman s'était fixés. À quand une convention entre Aprovac et la radio Kadek Betawe FM? Nous sommes déjà dans le processus de discussion parce que récemment on avait fixé une rencontre avec le secrétaire exécutif du Kadek. Donc, mais entre-temps, il avait eu un empêchement pour des voyages. Mais nous pensons que dans le courant du mois de novembre, c'est bien possible qu'on réfléchisse ensemble sur une convention entre les deux structures. Merci, M. Mamadou Sy, secrétaire exécutif de Aprovac. En tout cas, ça a été un plaisir. Vous êtes chez vous, revenez quand vous voulez. À la présentation, M. Seydou Diop. À la cabine technique, pardon, M. Seydou Diop. À la présentation, M. Keba Kebe. Bon dimanche, prochainement. Merci. Merci, M. Keba.